Vous êtes inscrit à Pôle emploi? Ouais, Pôle emploi, il y a le château. Et vous Non. Il n'y a rien. Et j'ai beau envoyer des CV de motivation, ça fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, venez. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Non mais c'est vrai. Donc si vous êtes... Il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Quand les gens ne les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers. C'est aussi... Vous voyez, honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, j'en Sexe, trouve... politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour les auditeurs, petit être passif en bas de la chaîne trophique podcastique. Juste un peu en dessous de toi, il y a le passif qui donne au Patreon, car en plus d'être un passif, c'est une victime. Donc retrouvez-nous. Retrouvez-nous sur Patreon/Podcut pour donner de l'argent. Donc ça c'est fait. Maintenant passons à l'appel, car on ne fait pas passer la métaphore, on file passer la métaphore de l'école. Tout à fait. Alors je commence là-bas sur le banc à droite. Loise. Oui. Bonsoir Courtis. On dit présent. Ah pardon. Képra. Présent. Très bien. Simon. Susboul. Présent évidemment. Attends, je me rappelle plus de son nom. L'autre là, sous X, voilà. Présent. Déjà Audrey. Présente. Ça arrive pas. L'ours nul. Il est pas là. Ah bah très bien. Il va aller en prison. On appelle ses parents. Et donc justement on appelle ses parents, c'est-à-dire Emric. Okay. Il a dit que j'étais là. Ah ok. Donc tout le monde est au complet pour commencer cette émission. Tout le monde est au complet. Après et toi François, est-ce que tu es présent? Oui, en tant que chef instituteur, professeur des écoles. Alors, mais après l'école, il y a le travail et l'entreprise, car aujourd'hui on va parler pro, on va parler start-up, Cogip, plutôt LinkedIn, donc tous les passifs gauchistes, oust. Alors, on les commence mélanchonistes, les mecs qui sont contre les compteurs Linky, tout ça quoi. Il y en aura pour tout le monde. Alors le premier TPE, c'est celui de Képra. C'est celui-là même. C'est celui-là voilà. même. Tu vas nous parler de quoi, de Képra? Eh bien, je vais parler de télétravail. Très bien. Eh bien, justement, on commence maintenant. Très bien. Fais-nous, monte au tableau et fais ton petit truc là. Tes camarades t'écoutent. Ta dissertation. Notre monde va mal. Voilà un constat joyeux. Mais vous rendez-vous compte à quel point le travail et son organisation sont responsables de ce mal. Le travail dicte l'organisation de notre pays et son évolution a métamorphosé le paysage démographique. Heureusement, la technologie peut nous aider. Mais encore faut-il faire évoluer les mentalités. Je vais commencer par quelques chiffres. 75%. C'est la part des Français qui travaillaient déjà dans le tertiaire en 2016. Donc ça a dû progresser un petit peu et on doit se rapprocher des 80%. 74 minutes. C'est le temps de trajet quotidien pour se rendre au travail et en revenir. 88 minutes en Île-de-France en 2018. 72%, c'est la part des trajets effectués en voiture pour se rendre au travail. Le télétravail pourrait donc apporter de nombreuses solutions, si seulement les a priori n'étaient pas si nombreux.
On va donc les lister un petit peu. Tout d'abord, le télétravail isole. Alors oui, évidemment, si on est extrême, ça plaira à François Courtis, et qu'on parle de temps plein à domicile, dans ces cas-là, effectivement, ça va isoler, mais les solutions sont multiples. On peut jouer sur la temporalité, le télétravail quelques jours par semaine ou par mois, mais on peut aussi jouer sur le lieu. Le télétravail peut aussi se passer dans un espace de coworking. La première approche permet de rythmer le temps de travail, remplaçant le présentéisme par une vraie raison d'être sur le lieu de travail. Quant à la deuxième, ça crée du lien social, ouvrant l'esprit des salariés en les exposant au regard d'autrui. Enfin, deuxièmement, le télétravail nuit à la productivité. Je parlais du présentéisme, le télétravail en est à l'opposé. Si je ne suis pas au bureau avec mes collègues et supérieurs, il faut bien que je montre le résultat de mon travail, responsabilisant chacun et chacune. Et au-delà de ça, ça peut faire plaisir de se voir accorder un petit changement de situation par son employeur, donc ça peut motiver. Ensuite, à distance, les salariés vont être distraits. Combien d'interruptions connaissons-nous sur le lieu de travail ? Entre les un café lancés joyeusement par les plus sociaux, les week-ends racontés pendant des heures, les visites impromptues pour des informations sur un sujet totalement différent de celui sur lequel on travaille à l'instant T, les interruptions volontaires sont fréquentes. En télétravail, les interruptions sont volontaires. Si je décide de prendre une pause, c'est simplement car j'en ressens le besoin, gardant à l'esprit le besoin de résultat, quoi qu'il arrive. Tout cela n'est que micro, mais c'est nécessaire pour que chacun puisse convaincre sa hiérarchie et enfin passer à la puissance de l'impact macro d'une démocratisation du télétravail. On peut penser par exemple à la baisse de la pollution. 25 km en moyenne, fois 72% de la population qui pourrait éviter de prendre la voiture tous les jours, disons un quart de son temps, ça fait une économie de 119 millions de kilomètres chaque jour, soit environ 17 850 tonnes de CO2 économisées sur la base de 150 grammes par kilomètre parcouru. Plus de temps libre. Tout ce trajet en moins, c'est autant de temps libéré pour s'occuper de ses proches, avoir des activités associatives, prendre simplement soin de soi, bref, que du positif pour la société. C'est aussi des opportunités pour l'activité locale. Si chacun passe plus de temps autour de chez lui et moins sur les routes, il est alors possible de redonner un second souffle au bourg, au centre-ville, bref, à tous les espaces aujourd'hui désertés, aux grandes dames de nos pouvoirs publics. C'est aussi plus de pouvoir d'achat. Ce n'est pas que du temps qui est gagné. En effet, à raison de 0,3 € par kilomètre en voiture, tous frais confondus, un salarié moyen français, parcourant 44 km chaque jour pour son travail, s'il pratiquait le télétravail un quart de son temps de travail toujours, verrait son compte en banque plus garni de environ 66 € chaque mois, passant à quasiment 150 pour un couple. Ce pouvoir d'achat supplémentaire peut permettre d'acheter local, donc à nouveau de servir les territoires, tout en étant bénéfique pour l'environnement. On pourrait aussi avoir moins de construction de bureaux. Des espaces inoccupés dans les bourgs et les centres-villes, il y en a à foison. Occupons ces espaces en permettant à des salariés de multiples entreprises de les partager pour arrêter de construire encore et toujours, d'élargir la taille des villes, nourrissant le cercle vicieux. D'ailleurs, pour les entreprises, c'est également un argument. En gérant correctement la rotation des équipes en télétravail, elles peuvent nécessiter moins de bureaux, une économie non négligeable. Il y a également des frais de santé qui peuvent être moindres, car le stress généré par les trajets domicile-travail concerne principalement les travailleurs parcourant évidemment plus de 40 minutes, donc un temps assez important, mais ça fait une bonne partie de la population. Et réduire ce nombre de personnes dans cette situation diminuerait les situations de stress, qui sont favorables au développement de divers soucis médicaux. On peut également noter une plus grande stabilité professionnelle ou les départs facilités. Des employés plus satisfaits seront plus susceptibles de rester fidèles à une entreprise, ce qui est déjà un bénéfice certain. Mais plus encore, ce qui m'intéresse, c'est la meilleure capacité, en cas d'adoption généralisée du modèle, de permettre aux démotivés de changer d'entreprise, un changement facilité par la plus maigre contrainte géographique. C'est bénéfique pour chaque employeur, mais à nouveau pour la société de manière générale, le bonheur de chacun contribuant au bien-être de tous. Enfin, et c'est essentiel d'en tenir compte, c'est bénéfique à ceux qui n'ont pas le choix de conduire ou de ne pas conduire.
Il y aura toujours des métiers nécessitant d'être sur site. Quel que soit l'épanouissement trouvé dans ces emplois, le transport ne fait qu'ajouter une contrainte, d'autant plus avec les bouchons quotidiens. Plus de télétravail, c'est moins de voitures sur les routes, plus de place pour ceux qui en ont besoin, moins de temps de transport pour eux, et donc une meilleure satisfaction. En résumé, le télétravail bien adopté, c'est bon pour le salarié, bon pour l'employeur, bon pour la société, et évidemment pour l'environnement. Alors, vous signez ? Ne vous déplacez pas surtout, j'accepte les signatures électroniques. Je pense qu'à Rouen, ils signent tout de suite. Ouais, les gens qui bossent à Rouen, ils signent tout de suite pour le télétravail. Moi, le télétravail, en vrai, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup refroidi parce que je n'avais pas vraiment d'emplacement chez moi. J'ai un certain confort généralement au travail avec des écrans de bonne qualité, de grande taille, etc. J'ai vraiment toujours eu un cadre de travail assez cool. Et j'ai toujours été assez ennuyé à l'idée de travailler chez moi, de ne pas avoir ce même confort. Puis finalement, quand tu commences à t'installer un petit peu, que tu as ton matos qui arrive chez toi, bah, tu te dis que tu peux être aussi bien chez toi et plus être ennuyé. Parce que les interruptions, comme tu disais, vraiment... combien de fois on vient pas te taper sur l'épaule pour te dire est-ce que je peux te déranger une seconde, mais à partir du moment, enfin, en tant que développeur, à partir du moment où on vient te taper sur l'épaule pour te demander est-ce que je peux te déranger, il est déjà trop tard. T'es déjà sorti de ton code, c'est déjà fini, tu t'en as pour au moins une demi-heure à revenir dedans. Donc ça, c'est vraiment un gros problème du travail sur site. C'est donc le télétravail, c'est un truc c'est un problème de l'open space. C'est un problème de l'open space, oui, mais en même temps, dans le développement, des emplois qui ne sont pas en open space, ça devient quand même tout doucement rare, peu importe la taille de l'open space. Donc ouais, c'est vraiment un truc qui commencerait vraiment à me botter de plus en plus, le télétravail, au moins quelques jours par semaine pour avoir des moments où tu sais où tu n'auras pas de réunion, on va pas t'emmerder, si tu n'as pas envie d'allumer Slack, personne te parle et tu peux coder toute la journée et être tranquille. C'est vraiment un truc qui me botterait. Mais la politique d'entreprise, là où je suis, ne le permet pas, hélas. Alors que pourtant, ton métier, si c'est lié au développement, en soi, il est totalement faisable à distance. C'est même pire, on travaille avec des équipes offshore qui sont forcément pas sur site. Donc il y a des variations. Quand tu es offshore, le télétravail ne pose pas de problème, mais quand tu es onshore, là il faut être au bureau. Alors Audrey, est-ce que toi, le télétravail, ça te tente ? Oui, parce que j'ai bossé... en fait... Pour faire plus simple, moi je travaille dans le commerce, du coup je peux pas faire du télétravail puisque je tiens un magasin physique. Du coup j'ai besoin d'être au travail pour que des gens viennent me poser des questions et viennent juste me demander conseil, etc. Par contre j'habite avec quelqu'un qui est en télétravail et clairement ça donne vraiment envie. Genre, je pense que c'est un peu l'extrême du télétravail, c'est-à-dire que niveau horaire et tout ça, c'est genre une réunion matinale en Slack avec ses collègues et tout, mais c'est tout. Et sinon, il est un peu livré à lui-même toute la journée, on va dire, mais ça me donne envie parce que il peut se faire des pauses quand il veut. Comme tu l'expliquais, Simon, c'est qu'il a pas le côté emmerdement de quelqu'un qui vient te taper sur l'épaule ou quoi que ce soit. Moi, je sais que dans mon travail, il y a des postes que je pourrais mettre en télétravail, genre quand je fais les payes, les charges, des trucs qui se font derrière un ordi et où je peux être toute seule et que je sois dans un bureau ou que je sois chez moi, ça change strictement rien. Après, je sais pas si je serais le genre de personne pour qui le télétravail ce serait une très bonne idée, à moins d'être un peu surveillée, parce que j'ai tendance à très facilement m'éparpiller, surtout sur l'ordi, quoi. Donc, comme j'ai tendance à un petit peu perdre mon attention facilement, je pense que c'est quand même important que j'ai un cadre, même si je partais en télétravail ou quelque chose comme ça. Mais l'idée me tente parce que pour tous les soucis écologiques et tout ça, même si moi je vais au travail à pied, mais pour le principe, je trouverais ça très agréable d'avoir rien qu'une demi-journée ou une journée de télétravail la semaine. Mais tu vois, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup dans les mentalités encore le côté télétravail égale tout le temps ou égale travail devant la télé, hein. Non, déjà oui, parce que il y a le mix entre télétravail tout le temps, donc ne n'être que à distance, et télétravail chez soi. Et en effet, il y a des solutions intermédiaires qui font que t'es pas forcément isolé. Donc en effet, je pense qu'on y viendra, mais. Et tu parlais de cadre là-dessus, Audrey. En fait, pour avoir fait du télétravail à différentes occasions, c'est important pour bien y arriver
de ce que j'ai pu vivre moi de mon côté, d'essayer de se mettre un cadre aussi. Il faut pas dire que tu vas te lever, descendre, te mettre devant ton PC en pyjama et commencer à bosser comme ça. Il faut que faut que tu aies déjeuné avant de commencer à travailler, il faut que tu aies pris ta douche, vraiment te mettre dans un état d'esprit où tu t'assois au travail, tu es chez toi mais il faut que tu t'assoies au travail quoi. Et ça c'est parfois un petit peu compliqué. Je sais que certains n'ont pas besoin de ça, mais moi j'ai vraiment besoin de ça pour réussir à travailler quand je fais du télétravail. C'est un peu le cas aussi pour toutes les personnes qui travaillent de la maison, même sans que ce soit du télétravail, mais même des indépendants ou quoi. Je sais pas si vous connaissez c'est une illustratrice qui a écrit des BD et tout ça, et elle a fait une vidéo où elle expliquait que, en gros, elle avait dédié une pièce de sa maison au travail pour avoir l'impression que quand elle ferme la porte, bon, elle a fini de bosser, elle y retourne pas et voilà, parce qu'il y a aussi ce côté-là de se mettre des barrières aussi pour dire non mais je vais pas bosser jusqu'à 22h le soir parce que j'ai envie de finir ce truc là ou quoi. Faut pas que ça tombe non plus dans l'effet inverse quoi. Ouais. Ça aide dans les deux sens à se dire quand je suis à cet endroit là je suis en mode boulot, et quand je le quitte je suis plus en mode boulot. C'est un peu ce que j'ai fait chez moi. Je me suis fait un bureau debout pour quand je suis en télétravail, comme ça m'oblige aussi à me déplacer un petit peu et à bouger, et c'est un bureau debout, donc c'est pas le bureau loisir, quoi. Ça aide à se concentrer dessus. Julien, tu as levé la main ? Oui. Alors, le télétravail, pour moi, c'est un truc qu'on devrait tous négocier quand on cherche un nouveau job. Parce que c'est un argument, parce qu'on est dans la thématique travail, c'est un argument qu'il est beaucoup plus facile pour l'entreprise d'accepter que de demander 5000 balles en plus par an, déjà. Ça permet, comme l'a dit Kepra, en fait, quand tu fais du télétravail, parfois on te fait des formations. Moi, j'ai eu des jobs. J'ai toujours eu du télétravail. Sur 4 emplois, seulement une m'a formé, entre guillemets, au télétravail. Et en fait, ça te permet d'apprendre que dans ton travail, il y a ce qu'on appelle les tâches solides et les tâches liquides. Les tâches liquides, c'est tout ce que tu peux faire, même quand on t'importune, parce que c'est du flux tendu, c'est au fil de l'eau. C'est lire les mails, les réunions. C'est tout ce qui ne demande pas une concentration outre mesure. Et après, tu as les tâches solides, qui sont, par exemple, pour Simon, de coder un truc pendant une demi-heure, 1 heure, et qu'on ne le fasse pas chier en lui disant « Et au fait, tu peux m'aider pour ça ?» Et ça, le télétravail, ça te permet de mettre, comme vous l'avez un peu dit, un cadre qui clôt toute discussion, on peut pas t'importuner quand t'es en télétravail. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand dans ton travail, t'as cet aspect de réflexion. L'autre truc, comme tu disais Audrey, c'est quand même cool d'être le propre gestionnaire de son temps. C'est-à-dire que tu vas quand même te connecter à, je sais pas, genre à 9h si tu travailles en France pour montrer que tu es là. D'ailleurs, c'est un des biais. Les personnes qui commencent le télétravail, généralement, envoient 2 fois plus de mails que si tu étais au bureau pour prouver aux gens qu'ils sont bien là et qu'ils travaillent et qu'ils sont pas devant la télé ou que sais-je. Alors qu'en fait, quand t'es pas là et que quand t'es pas physiquement là, mais que t'es joignable par mail, par Skype, par Slack, par ce que tu veux, je trouve que c'est vraiment reposant en fait d'être dans ton propre cadre de travail, donc chez toi, de mettre ta musique en Suisse. Je sais pas si c'est la même chose dans les entreprises anglo-saxonnes. C'est le côté contrôle fric des managers qui ont énormément de mal à faire confiance aux personnes et à leur dire ouais, tu seras 1-2 journées chez toi et tu vas quand même bosser et délivrer ce que tu dois délivrer. Moi, j'ai comme anecdote, dans ma première boîte où j'étais, qui était un cabinet de conseil, il y avait des gens qui appelaient les gens en télétravail, genre toutes les heures, pour être sûr qu'ils étaient devant leur ordi, quoi. Et ça rend ouf. En fait, j'ai de la chance. Moi, en Belgique, c'est exactement pareil. Sinon, j'ai de la chance d'avoir un responsable qui pense pas comme ça, qui a une assez grande confiance, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont incapables de faire ça dans les boîtes où je suis passé, qui sont incapables de juste de te laisser bosser chez toi en te faisant confiance. Et il y a aussi, comme tu disais, ça permet de travailler à son rythme, mais ça permet aussi de comprendre un petit peu, c'est de pas te dire que tu vas bosser 8 heures par jour en fait quand tu es chez toi, parce que tu vas pas bosser de la même façon. Ça te permet de savoir que sur une journée de travail, quand tu es au boulot, tu produis autant de choses,
et que tu sais que ton objectif de la journée quand tu es chez toi, ça va être de produire la même chose que si tu avais été au travail, sauf que tu vas pouvoir le faire dans un autre contexte, un autre rythme, avec un autre procédé dans lequel tu vas te sentir plus à l'aise et être plus épanoui en fait. Et c'est ça qu'il faut... Quand tu travailles de chez toi, tu ne travailles plus 8 heures par jour, tu travailles une quantité de travail que tu as l'habitude de faire, une quantité de production que tu as l'habitude de produire. C'est ça qui est un petit peu dur à comprendre aussi. On te demande de pointer quand tu es chez toi, alors que tu vis pas de la même façon, tu vas pas à la pause café toutes les demi-heures avec tes collègues ou comme tu fais d'habitude quand tu es au boulot, mais tu vas peut-être faire un peu plus de pause sur autre chose, prolonger ton temps de midi parce que tu vas aller faire une course ou aller vite faire la poste, chercher un colis que tu as reçu. Enfin, tu vas te comporter vraiment différemment, mais ce qui compte à la fin de la journée, c'est le travail que tu as produit, c'est pas les heures que tu as passées devant ton poste, quoi. Et c'est ça qui me dépasse avec le côté contrôle fric, c'est que justement, enfin, c'est peut-être que strictement personnel, mais moi cet aspect présentéisme, j'y suis extrêmement sensible. Enfin, on te demande et parfois on te dit même il faut être là vraiment à telle heure, etc. Mais moi, plus on me dit ça, plus je me dis bah c'est bon, j'étais là dans ma journée. Au final, le contrôle il s'arrête déjà. Ah oui, il était là, et puis après on va se dire ah non, mais peut-être qu'aujourd'hui, bon, il avait peut-être eu plus de dossiers, mais bon, il était là pendant tout ce temps-là. Donc en fait, on n'a pas les mêmes attentes, alors qu'en effet, quand t'es pas là, on va s'attendre à ce que t'aies délivré parce que on n'était pas là pour voir est-ce que t'étais bien pendant les 8 heures, pendant les 10 heures. Ce qui compte, c'est sur le projet que t'as à mener, est-ce que t'as respecté les délais, enfin, et donc j'ai plus de mal à voir le côté contrôle fric sur le présentiel, justement, parce qu'au final, bah oui, il était là pendant les heures. Bon, il a peut-être pas été aussi efficace qu'il aurait pu, mais il était là, hein. À l'inverse, le télétravail, si tu réussis pas à faire ton boulot, on fait un point à un moment et puis on te dit t'as des soucis, je sais pas. Alors, c'est marrant parce que moi, je suis employé de société de service, donc qui est tout le temps en mission pour un client. Et c'est pas du côté des managers de mon côté employeur que ça freine le télétravail, c'est plutôt côté client. Ils aiment pas qu'on soit en télétravail, sauf le dernier en date, qui est très ouvert là-dessus. Mais c'était plutôt les clients précédents, les arguments à chaque fois, c'était « mais qu'est-ce qui nous garantit que votre employeur ne va pas vous faire bosser sur d'autres dossiers et nous facturer votre temps de travail ». Et ça, en tant que client, je peux le comprendre. Et donc c'est plutôt ça que moi j'ai rencontré comme inquiétude, pas trop les managers qui avaient peur qu'on passe le temps devant la télé. Faut aussi se rappeler que les entreprises, c'est quand même des organisations humaines, et c'est ceux qui fument les cigarettes, qui finalement connaissent le mieux les dernières news de l'entreprise et qui ont toute la connaissance informelle. Or, donc évidemment, pour ceux qui font du télétravail, ils n'ont plus accès à toutes les sources informelles d'informations qui sont toutefois souvent fort utiles. Mais ça dépend de ton objectif de vie. C'est-à-dire, si ton job te plaît, que tu n'as pas envie de progresser, t'en fous d'aller à la machine à café ou d'aller fumer ta clope, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même, de façon même en dehors de ça, considère même si tu veux pas connaître un peu les rouages internes de l'entreprise, l'homme est un être social et en gros, la question c'est est-ce que c'est bien de bosser chez soi pour sauver le monde parce que comme l'a dit Kepra, tu dépenses moins de CO2 et d'énergie, tu émets moins de CO2 et tu dépenses moins d'énergie, mais la contrepartie c'est ce que tu es prêt aussi à mourir tout seul dans ta chambre. Non, mais c'est là où il y a le côté extrême de le télétravail et forcément 100% du temps. Et en effet, par rapport à la notion d'esprit d'équipe, de tout ce qu'on peut voir dans les entreprises, je pense que c'est important de garder un équilibre avec un moment où c'est du télétravail, un autre où c'est de la présence sur site. Et c'est le cumul de ces deux-là qui permet aussi, par rapport à ce qu'évoquait Julien tout à l'heure avec le travail liquide, le travail solide, on sait que les tâches solides, tu les fais quand tu es à distance et tu réserves les moments sur site pour les réunions, pour le côté un petit peu plus informel, etc. Et le meilleur ratio pour toi, ce serait quoi ? Le meilleur ratio, je pense que ça dépend des activités, des services, des cultures d'entreprise, mais ça peut aller même potentiellement du mi-temps en télétravail ou plus, quitte à avoir à minima un jour par semaine où tu es avec l'équipe et où ça fait l'occasion de faire les réunions de la semaine, les petits suivis d'activités, enfin des choses comme ça. Julien ? Canaille ? Ouais. Alors, plusieurs choses. Déjà, le télétravail, il ne faut pas que ce soit le Far West. C'est-à-dire que
quand j'étais manager d'équipe, moi j'imposais que tout le monde soit en télétravail le même jour. Ça peut paraître con, mais ça évite quand même que les gens ne te croisent jamais, comme tu dis, et que ils puissent jamais échanger ce genre de truc informel. Sur le côté, ça ne permet pas de faire du radio moquette. En interne, non. En externe, oui. Moi, j'ai jamais autant été mangé dehors avec des gens, des clients, des prospects que quand j'étais en télétravail, en fait. Parce que j'ai souvent bossé dans des endroits qui étaient dans des zones isolées. Et du coup, moi, j'habitais en centre-ville, si je schématise. Et d'être en centre-ville un jour par semaine, ça me permettait de faire des meetings beaucoup plus facilement que quand j'allais bosser au bureau. Et pour rebondir là-dessus, on parle de télétravail depuis le début, comme de travailler à domicile. Mais si par exemple tu habites à Paris et que ta boîte elle est, je sais pas, un petit peu excentrée, aller travailler dans un coworking dans Paris où tu vas te retrouver avec d'autres personnes qui font le même type de métier que toi dans d'autres boîtes, mais où tu vas juste pas devoir te déplacer jusqu'à ta boîte, ça va te permettre de faire du networking, d'échanger des idées, d'avoir des idées de l'émulsion qui va se passer justement avec des gens qui travaillent sur d'autres projets, tu vas entendre d'autres choses, on va venir te questionner sur d'autres problématiques que tu ne rencontres pas et ça peut apporter quelque chose à l'entreprise dont tu fais partie aussi. Et ça, on n'en a pas encore vraiment parlé depuis le début, donc c'est un autre aspect du télétravail. Télétravail ne signifie pas chez toi, ça veut dire pas chez ton employeur, quoi. Ouais, mais le coworking, du coup, ça t'amène les problèmes que t'as quand t'es à l'entreprise. Pas forcément. Beaucoup moins. Parce que personne va venir t'emmerder d'une autre boîte pour venir te poser une question sur un dossier. Ça peut arriver, mais on t'importune beaucoup moins facilement quand même. Parce qu'on te voit bosser, on ne bosse pas dans la même boîte, donc il faut vraiment que t'aies quelque chose d'important à demander pour que le mec vienne te faire chier, quoi. Ouais, c'est vraiment quand tu vas être à la machine à café, t'en as qu'à dire, mais toi tu bosses sur du Angular, toi. Mais écoute, moi je suis sur un projet, là j'ai une question, je comprends pas comment je vais faire ça. Et tu vas venir lui donner un coup de main 5 minutes, et la fois suivante, ça va être lui qui va venir te dépanner sur un autre truc parce que tu vas lui poser la question de retour à la machine à café, quoi. Tu vois, ça va être un truc vraiment plus organique et pas. Tu recrées la relation que t'as à l'entreprise. Sauf qu'on peut pas venir t'emmerder pendant que tu travailles parce que c'est pas des gens qui ont un droit de venir t'emmerder pendant que tu travailles. Oui, ils ont pas le droit. Bah oui. Et pour avoir bossé en espace de coworking ces derniers temps à Paris, l'autre truc qui est cool, c'est qu'il y a des animaux. Et ça, tu peux pas en avoir au bureau. Et ça, c'est quand même cool d'avoir des chats ou des chiens pour se détendre. Alors, ça dépend. Ah ouais ? Oui, il y a dernièrement, dans la boîte où je suis en mission, il y a un petit chien qui peut se balader de temps en temps. C'est un futur chien guide d'aveugle qui est en fait en entraînement dans une famille d'accueil. Donc c'est le mec de sa famille d'accueil qui bosse dans la boîte où je suis, qui a eu l'autorisation de la direction de pouvoir amener le chien dans les locaux, parce que ça fait partie de son entraînement de se confronter à un environnement de travail. Donc ça peut arriver dans une cogip classique, par surprise. Et pour répondre à la question de François de quelle serait la bonne proportion de télétravail et de travail sur un bureau, je n'ai pas la réponse. Par contre, je sais qu'il faut au moins une journée de télétravail et une journée au bureau. Et après, les 3 autres jours, tu te démerdes, quoi. Ok, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Après, j'avais un exemple de boîte qui fonctionne très très bien en quasi 100% télétravail. C'est Automatic, avec 2 T. Matic. WordPress. C'est la maison mère de WordPress. Ils ne sont que 952 au total, répartis dans 72 pays. Et donc WordPress.com, c'est quand même 163 millions de visiteurs uniques. Donc c'est autant que Twitter, mais seulement pour un quart du nombre d'employés. C'est assez... C'est assez fou comme chiffre. Et donc, ils travaillent tous en remote aux 4 coins du monde. Donc, un autre système est possible. Croyez en le télétravail, messieurs les dirigeants. Mais je pense que ça viendra parce que nous, on est là. Alors, nous, on n'est pas tous trentenaires autour de la table, mais nous, les trentenaires, on est ceux qui ont vécu. Plus ou moins 5 ans. Internet totalement intégré dans le bureau et le commencement du télétravail. Donc quand nous on devient manager, c'est un réflexe qu'on a. On n'a pas à lutter contre des préceptes qu'on aurait d'avant qui est je dois être présent sur site et faire de la présence pour montrer que je travaille.
Personnellement, je milite et travaille tous les jours pour le télétravail. En faisant de la télé maintenant, je fais beaucoup de dépannage de VPN et d'installation pour que les gens puissent télétravailler de chez eux. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Les clients que j'ai au téléphone sont souvent plus détendus quand tu les dépannes et qui sont chez eux que quand ils sont... C'est normal, ils sont en slip, ils sont pas engoncés dans des vêtements ils ont des de représentation. collections de peignoirs plus fous les uns que les autres. Alors moi j'avoue par rapport à Simon, moi je travaille en slip de chez moi, pas de problème. Mais il y a un douché ou pas Oui. Il y a un petit point qu'on n'a pas abordé aussi, c'est que le télétravail c'est pas du tout possible partout. Enfin genre moi j'habite en campagne et clairement la connexion... moi j'habite dans une ville, du coup ça va, mais genre si j'habitais à 5 km à côté, le télétravail ça serait pas possible quoi. Enfin, mais c'est sans compter la 5G. Non mais voilà, non, mais c'est aussi une limite, tu vois. Enfin, c'est clair que c'est pas corps de pour métier, demain. c'est pas possible. Alors est-ce que le télétravail implique forcément d'avoir une connexion internet? Pas forcément. Non, faut être joignable en cas d'urgence. C'est vrai que mais oui, si t'as du transfert de fichiers et tout ça, t'es obligé, tu vois. Oui. Oui, mais si après, tu n'en as pas forcément. T'en as pas forcément. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont comptables, qui récupèrent les dossiers sur lesquels ils doivent bosser, qui bossent chez eux et qui reviennent le lendemain et qui réuploadent, qui mettent à jour leur dossier. Il suffit qu'ils soient au moins joignables par téléphone, histoire de, s'il y a une question ou s'ils ont besoin d'appeler, de poser une question à quelqu'un, ça passe. C'est vrai qu'après, avoir une connexion internet, c'est pratique. Et puis, mais par contre, oui, pour du simple transfert de fichiers, après ça dépend sur quel type de fichier on bosse, il n'y a pas forcément besoin d'une grosse connexion. Et je pense vraiment quand même que d'ici 5-10 ans, même si c'était un petit peu la blague de la 5G, les connexions, on voit avec les offres des opérateurs qui sont avec des boîtiers 4G, 5G, etc., on va quand même arriver à des connexions dans les campagnes qui seront largement suffisantes pour faire du travail. De toute façon, c'est le plan de notre cher président, de mettre la fibre partout pour 2022. Et puis, tout à fait. Audrey, on aura probablement la 4G plus partout je que pense. la fibre. Audrey, il faudrait que tu vives aussi avec ton temps. Le commerce a évolué avec Internet. Si tu veux, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Amazon. C'est une grande boutique en ligne où les gens peuvent acheter de l'informatique. Voilà, As-tu entendu parler du dropshipping? Très bonne idée. Je vais changer mes fournisseurs de cartes graphiques. Finalement, je vais aller sur AliExpress. Non. Non, tu changes pas tes fournisseurs. Mais c'est eux qui deviennent des fournisseurs de dropshipping. Et dernier conseil à ceux qui veulent se lancer dans le télétravail, ne mettez pas de réunion le jour de télétravail, sinon vous cassez le principe. Évidemment. Ouais, mais c'est parfois ce qui est évident pour nous, n'est pas pour l'autre. On a quand même le stand-up meeting. Et du coup, c'est pour ça que t'as mis un bureau haut. C'est aussi pour ça, ouais. Comme ça, je suis debout. Tout à fait. Évidemment, le télétravail n'est pas adapté à tous les métiers. Boulanger en télétravail, c'est beaucoup plus compliqué. Non, mais on en revient à l'avantage quand même pour tout le monde, et c'est pour ça que j'ai fini par ça, c'est que si tout le monde qui est sur les routes, là, un par voiture, pour aller sur un lieu de travail où il n'a pas besoin d'être, libérer les routes, ça laisserait quand même la place à tous ces gens qui sont obligés... Tous ces boulangers boulangers, des commerçants dans les villes, enfin il y a plein de monde qui a besoin d'être sur son site de travail et qui passe 2 à 3 fois plus de temps que nécessaire parce qu'on est là à encombrer alors que nous on pourrait travailler de chez nous. Espèce d'encombrant. Voilà, tout à fait. Libérons les routes, réduisons la pollution. Quel beau message. Donc on a parlé, avant de faire du télétravail, il faut trouver un être travail. Embauché, trouver un travail. Et pour trouver un travail, il faut faire des CV, etc. etc. Et en gros, c'est la chronique de l'Oise. Ouais, on va se dépêcher parce qu'après François il doit aller dormir vu son débit. Alors je vais parler avec le même rythme que François et... S'il te plaît, non. De tout temps, il a fallu recruter des gens. C'est une belle rime, hein. C'est un alexandrin de surcroît. Ouais, elle est pas très riche, hein, la rime, quand même. Elle n'est pas riche. Je ne suis pas Booba.
Mais ce soir, ce n'est pas de poésie et de prose dont nous allons parler dans une chronique de moins de 3 minutes, car non, le nouveau Loise a changé. Et ce, depuis un changement de boulot. Nous allons parler de recrutement. Il y a 4 générations de PlayStation de cela, on postulait des offres d'emploi principalement de 3 façons. 1. On se bougeait le cul dans un bureau, un commerce, un bâtiment administratif. Bon, même si eux, ils passent des concours, c'est un cas particulier. Mais on bougeait son cul dans une entreprise qui cherchait quelqu'un. Deuxième possibilité, on allait dans des foires, des foires à l'emploi, des foires étudiants, pour rencontrer plein d'entreprises. Les forums de l'emploi. Merci, Émeric. Et on rencontrait plein d'entreprises dans un tout petit espace. Donc on venait avec sa petite pile de CV, puis on les distribuait, puis en échange avec des cartes de visite. On savait pas quoi en foutre et on les jetait. Et puis, la troisième possibilité, c'était qu'on envoyait un CV et une belle lettre de motivation par la poste. Et on décrivait comme quoi on était le meilleur candidat pour ce super job d'été de plagiste à Trouville-sur-Mer. Ça a bien changé aujourd'hui, il suffit de traverser la rue. Il suffit de traverser la rue. Alors déjà, madame et messieurs, quelle était votre première candidature et comment l'avez-vous faite, pardon. Alors moi, je vais tout de suite disrupter tout ça. Il y a eu une boîte qui est venue dans mon école. J'ai discuté vite fait avec une personne et on m'a proposé un stage. Ok. Un stage ou un emploi? J'ai fait beaucoup d'efforts. Un stage qui s'est transformé en emploi directement derrière. D'accord, ok. Moi, c'était job d'étudiant dans un bar et je me suis déplacé. Alors Simon, dans un bar, il s'est déplacé. Sous X. J'ai posé mon CV chez McDo, j'ai été pris. Ok. Audrey. J'ai envoyé un mail. Waouh. Et là, on sent la jeunesse, hein. Ouais, les mails, ça n'existait pas. Moi, quand j'ai postulé la première fois que j'étais étudiant. C'était pas il y a 4 générations de PlayStation. Ouais, c'était en 96, moi. PlayStation. C'était il y a 4 ans. Alors, tout premier, c'était... j'étais trop jeune pour McDo. Ils voulaient pas de moins de 18 ans, en tout cas dans mon McDo à côté de chez moi. Donc, j'ai pas pu. On m'a dit au revoir. Mais du coup, ce qui a converti, ou en tout cas après, quand il y en a eu plus, le côté candidature multiple, c'était pour du stage. Et il y avait du mélange entre du courrier papier dans mon souvenir, et j'ose espérer que Ubisoft, même à l'époque, j'avais envoyé un mail, mais je ne suis pas sûr. Je sais en tout cas que j'avais reçu beaucoup de réponses négatives par voie postale. Ça, je me souviens, j'en ai gardé quelques-unes pour la postérité. Et toi, François ? En fait, le tout premier, c'était par le piston. Mais j'ai dû faire quand même un petit CV, un papier. Putain, mais je suis comme François. Ah oui, c'est vrai. Mon premier stage, c'était le piston. Piston. Le job de plagiste, c'est parce que mon oncle était au conseil municipal. Voilà. Pour la je ne mange pas de ce pain-là. Mais j'ai dû faire un CV. Et ça, c'était donc avant Internet. Mais comme Audrey nous l'a rappelé, ensuite sont venus les mails qui ont remplacé le courrier postal et qui ont bien sûr accéléré le processus. Faux. Merci. Les candidatures par email prennent autant de temps qu'avant à être traitées. Mais pourquoi donc ? Alors déjà, il y a une raison, c'est que ça saoule de répondre aux mails le lundi matin. Sachez que statistiquement, il y a 16% d'infarctus en plus le lundi que tout autre jour de la semaine. Donc n'envoyez pas vos CV le week-end, ça nous fait chier de les dépiler le lundi matin. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'avant le courrier, et on l'a vu un petit peu là dans cet échantillon très représentatif, était un canal de communication parmi d'autres, là où l'email est devenu le premier canal de communication au sein des entreprises. Ce qui fait qu'on reçoit les CV, les choses à faire, les blagues à la con, on reçoit énormément de choses par email qui nous polluent et qui du coup ne nous permettent pas de répondre aussi rapidement que lorsqu'on reçoit du courrier. Pro tip, envoyez vos mails programmez vos mails pour qu'ils partent à 7h59 du matin. Et toi là-bas, tu reposes ce yammer, les réseaux sociaux d'entreprise, ça ne sert à rien. Donc tu m'en parles même pas et tu le laisses dans sa boîte. Voilà. Donc ça, c'était il y a un certain temps. Et puis, après la sortie de Taxi 2, il y a eu la suite Office qui a commencé à devenir la norme. Tout le monde s'est mis à voir Word, PowerPoint, Excel pour faire des CV potables. Et ça, avec c'était du cool. Word Art. Qui a mis du Word Art dans un de ses CV? Qui se dénonce. Un petit bonhomme clip art. Ça aurait été drôle. Et puis après Taxi 2, après l'Office, on a commencé à faire des CV cool. Et enfin, la révolution du recrutement est arrivée avec LinkedIn.
Fondée en 2002-2003 par 2 membres de la mafia PayPal, Reid Hoffman et Allen Blue. Donc la mafia PayPal, c'est Elon Musk aussi en fait partie, si je dis pas de conneries. Ce sont les gens qui ont créé PayPal et qui l'ont vendu très cher à eBay et qui sont fait des couilles en or. Donc grâce à Monsieur Hoffman et Monsieur Blue, LinkedIn a bouleversé le monde du recrutement. Donc pour les graphistes indépendants et ceux qui bossent dans les médias, c'est une source de moquerie. Mais pour tous les autres, c'est la plus grosse base de données de CV au monde. On a aujourd'hui 500 millions de profils sur le site, dont 16 millions de Français. Ce qui en fait un des réseaux sociaux les plus actifs un des réseaux sociaux les plus actifs pour les actifs français. Et Trop d'actifs Viadeo. dans cette phrase. Viadeo est mort. Je crois qu'il a été racheté par Le Figaro. Oui. Mais voilà. Et donc, dans ce réseau social mondial, tout le monde est classé par compétences, par établissement scolaire, par entreprise. C'est la joie et le bonheur pour les recruteurs. C'est un peu le Facebook de l'entreprise. Et je C'est un peux peu le témoigner Facebook parce de que l'entreprise. le travail dans lequel je suis actuellement, je l'ai trouvé grâce à LinkedIn. Je me suis fait débaucher sur LinkedIn. Et on y viendra Moi, dans toi aussi. 2 paragraphes. Comment marche cette société? Comment elle fait son bif? LinkedIn fait son bif avec 3 services très complémentaires. La première chose, comme tout bon réseau social, c'est la pub. Donc vous pouvez mettre des annonces publicitaires pour des services et pas pour des offres d'emploi. Deuxième type de service, les abonnements, pour pouvoir contacter et mieux rechercher les membres du réseau. Donc ça s'adresse surtout aux services de recrutement ou aux gens qui veulent contacter plein d'autres personnes pour essayer de trouver un job. Je crois que l'abonnement le moins cher, c'est 50 balles par mois. Donc c'est pas donné. Et enfin, la publication d'offres d'emploi. Et ça, c'est une putain d'avancée. Aujourd'hui, vous pouvez postuler à des offres en 2 clics. Vous pouvez savoir combien de candidats ont déjà postulé à cette offre et vous pouvez même savoir quelles compétences clés vous avez qui vous permettra de faire la diff par rapport aux autres concurrents. Et ça, c'est un truc qui s'appelle la candidature simplifiée. Ça a été mis en place il y a 4 ans, je crois. Et c'est quelque chose qui est trop cool parce que ça permet de nous débarrasser d'un truc qui nous casse les glaouis depuis longtemps, le CV. Parce que le CV, c'est de la merde. Déjà, le CV, c'est un truc qui a une charte graphique qui est tellement différente d'une personne à une autre que ça en devient limite un élément différenciant, voire discriminant. Une personne qui aurait toutes les compétences pour un poste, mais qui me met des jauges dans son CV, je ne le lis pas. Je ne lis pas les jauges. Les jauges, c'est pour les jeux vidéo, c'est pas pour les CV. Donc ne me mets pas que tu es à 4 sur 6 en compétences SQL, je m'en bats les couilles. Dis-moi que tu connais SQL, et après je te testerai. Dans le monde du recrutement, il faut savoir qu'on utilise souvent le nombre 10, enfin le chiffre 10. 10 secondes pour lire un CV et pour lire les 10 premiers CV. Donc, il ne faut pas que votre œil, si vous êtes recruteur, soit choqué par ce que vous voyez. Parce qu'en 10 secondes, vous lisez rien. Hein. Vous survolez en diagonale un CV. Si le truc a l'air dégueulasse ou si j'arrive pas à identifier les 3 éléments que je cherche dans un CV, c'est mort. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle le CV, c'était de la merde. La deuxième raison, c'est les ATS. Saviez-vous ce qu'était un ATS avant que je l'écrive dans cette chronique? Non. Oui. Oui. Ok, Non. on est mi-figue, mi-raisin. Un ATS, de l'anglais Applicant Tracking System, est un mot barbare derrière qui se cache le nouveau Cerbère de votre prochain emploi. Un ATS, c'est un algorithme qui va parcourir votre CV et qui va calculer un score j'ai nommé d'accointance, j'ai pas trouvé d'autres mots pour dire de feeling. D'affinité, merci. Entre donc ce CV et l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Et en fait, il va calculer ça par des mots-clés. Donc si dans le CV c'est marqué SQL, gestion de projet, et puis faire des cupcakes, et ben, il faut que dans votre CV on trouve les mêmes mots. Parce que sinon l'ATS il va dire bah non, je trouve pas les mots que je cherche, donc ça vaut même pas la peine que tu le regardes. Ça permet de se prémunir pour une entreprise du mec ou de la nana qui envoie 300 CV par semaine et qui floude le monde du marché du travail. Mais le problème, c'est que si, vous n'êtes pas au courant qu'un ATS vous faites recaler alors que c'est juste une question de mise en forme, et de 2, il y a des petits malins qui ont développé une technique. C'est-à-dire qu'ils prennent un CV, leur CV, et ils mettent des zones blanches. Et dans ces zones blanches, ils copie-collent l'offre d'emploi en police 1 couleur blanche, et ainsi, la machine
lit tous les mots qu'elle cherche dans l'offre d'emploi. Bien Mais joué, les la ATS technologie. sont plus évolués. Non. Tu étais ironique ou pas? À moitié. Ok. Voilà, je viens de passer 3 minutes à vous parler de 25 ans d'évolution de technologie de recrutement, alors qu'en fait, 80% des emplois sont sur le marché dit informel, c'est-à-dire uniquement par du bouche à oreille et de la recommandation. Donc mon conseil lifestyle si vous cherchez un nouveau boulot, c'est privilégier les pots de départ et les buffets curly plutôt que de vous casser le cul avec un beau CV et des airs d'emploi pour LinkedIn. Ah, merci. Ça va, C'est vous n'avez vrai. pas trop cassé le moral? Un peu. Non. Non, c'est plein de pro-types très utiles, trouve-je. Kepra, toi qui sembles avoir déjà des petites phrases à dégainer. Non, LinkedIn, en ce qui me concerne, sert surtout à des commerciaux à m'ajouter pour me vendre des solutions dont je n'ai rien à faire. Donc c'est plutôt ça. Après, je suis totalement d'accord, en effet, que de toute manière, enfin, les CV, quand il s'agit d'annonces qui sont diffusées, quel que soit le biais par lequel elles sont diffusées, c'est que généralement l'employeur n'a pas trouvé par les cercles plus informels le candidat adéquat. Donc en réalité, assez souvent, ce sont des offres qui sont moins intéressantes que celles qui ne sont pas publiées, qu'on retrouve. Donc c'est a priori des postes moins sympas que ceux qui ont été pourvus par des moyens plus indirects et qui n'ont pas eu l'occasion d'arriver sur les annonces. La cooptation est un excellent moyen de recruter une personne. J'ai découvert ça hier. J'ai reçu un mail de ma DRH qui parlait de ça et je suis allé voir. Et les primes sont pas mal, hein. Ça va de 400 à 800 balles. La cooptation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'un employé recommande une personne. Si cette personne est recrutée et généralement fait sa période d'essai, l'employé qui l'a recruté touche une prime. Alors moi, c'est absolument inintéressant. Ça a été lancé récemment et c'est 150 €, quel que soit le type, le profil, etc. Alors que dans une ancienne boîte, c'était 1000 €, quel que soit le poste. Enfin, ça avait plus de sens, quoi. Mais à 150 €, je sais pas si je vais mettre en ligne de mire la street cred de mes recommandations. Si jamais c'est pour faire embaucher quelqu'un et qu'on me dise après non mais attends, mais c'était vraiment un nul lui, qu'est-ce que tu me l'as recommandé? Bof. Oui. Tu ne vends pas ton image à 50 balles. Non, c'est ça. J'avais une question pour vous. Vos postes actuels et précédents, vous les avez eus par le réseau informel ou le réseau formel? Moi, c'était une prise de contact par LinkedIn parce que en fait, je suis dans une position qui est plutôt favorisée. C'est que mon profil métier est plutôt demandé. Et donc ma LinkedIn routine, c'est toutes les semaines de dire non merci à tous les recruteurs qui m'ont contacté dans la semaine sur LinkedIn pour me proposer une rencontre. Plus un. J'ai vraiment de la chance. Alors que ma LinkedIn routine, c'est tous les jours de voir les invitations de commerciaux. Mais je n'en fais rien parce qu'en fait, je me dis, et je sais pas si je me trompe, que si je refuse ou que si j'accepte, je sais ce qui va m'arriver. Mais si je refuse, je me dis qu'ils peuvent me réinviter. Alors que si je ne fais rien, je garde un suivi de ces gens, et ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus rien faire avec moi. Il y a des genres de profils. Moi, sur mon profil LinkedIn, j'étais obligé de mettre Not Open to Proposals sur mon profil LinkedIn. Et ça a diminué. Maintenant, je ne reçois plus que 3 propositions d'emploi par semaine. Tu l'as mis en toutes lettres ? En toutes lettres, ouais. Parce que l'option je ne suis pas intéressé, elle oui, sert ça, à rien. Non, ça, ils s'ont foutus. Non, je l'ai mis en toutes lettres. Je regarde mon profil LinkedIn, c'est écrit, quoi. J'ose pas imaginer ce qui se passerait si j'activais l'option ouvert à l'écoute du marché. C'est la folie. Et toi, Audrey, tu as fait comment? Moi, je bosse dans une boîte familiale, du coup. Piston. Piston, ouais. Pour le coup, mais si tu devais chercher un nouvel emploi, je mets des si. Est-ce que tu chercherais sur LinkedIn ou est-ce que tu irais chercher dans ton réseau? Dans mon réseau. En fait, on m'a déjà proposé de me coopter. Du coup, pour l'instant, je suis en réflexion. Et j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a proposé du boulot, mais pas du tout grâce à LinkedIn, pour le coup. Pas du tout grâce à Internet ou quoi. Enfin, grâce à Internet parce que c'est mon réseau de connaissances, mais pas grâce aux outils proposés. Ah, c'est ton réseau. Et je suis prêt à te coopter moi aussi ce soir, Audrey.
J'ai Coupe ton Audrey. J'ai du boulot pour toi si tu veux. Lançons le hashtag coupe ton Audrey avec cet épisode. J'ai beaucoup de compétences. Et donc, pour ma part, c'est le premier emploi où j'ai postulé donc sur le site de l'entreprise. Ton emploi actuel. Vraiment entièrement Cogip style, où j'ai postulé sur le site de l'entreprise avec les formulaires sans fin, avec la totale. Parce que précédemment, c'était, si on reprend depuis le début, c'était sur un blog, quelqu'un dont je vois qu'il cherchait quelqu'un. Je le contacte de manière très informelle, on se voit, ça se fait. Ensuite, eux-mêmes qui disent « Ah bah tiens, on connaît un tel, on peut balancer ton CV, je passe à un entretien, ça se fait. Après, quelqu'un qui me chasse, j'y vais, ok. Après, tout ça se finit. Chasse au sens de chasseur de tête, hein, pas chasser au sens de renvoyer. C'est ça, tout à fait. Et ensuite, c'est mon précédent employeur qui me recontacte en me disant « Bah tiens, tu pourrais revenir ». Et après, j'ai candidaté à l'ancienne. Normal pour rejoindre une Cogip. Est-ce que dans cette candidature à l'ancienne, tu as du coup passer une demi-douzaine d'entretiens, dont plusieurs en version Est-ce qu'on a recalculé par Skype avec des gens à l'étranger? Alors non, je me suis contenté de 2 entretiens doubles avec un aspect hiérarchique et RH, avec le premier par Skype et le deuxième en présentiel. C'était moderne quand même, par Skype. Et toi, François, homme de l'ombre, caché dans les coins sombres? Moi, plutôt informel. Mais dans le sens où, en fait, dans les milieux de niche, dès que tu as une réputation, bah, c'est pas de l'informel curly, mais c'est de l'informel, bah, tu as une bonne réputation. Ouais, c'est l'informel caviar champagne. Voilà. Faut pas dénigrer les curly. Hein. Moi, j'ai trouvé un job grâce à un pot de départ curly. Hein. Ça arrive. Et c'est même... Enfin, moi, ce qui est ouf dans mon expérience, c'est que j'ai fait 5 jobs, 4 par réseautage, et ça s'est toujours bien passé. Le seul où ça s'est mal passé, c'est celui où j'ai appuyé sur candidature simplifiée sur LinkedIn. Et comme l'a dit Kepra, peut-être que ça cachait un loup, en fait. Si la boîte, ça fait 6 mois qu'elle cherche quelqu'un pour un poste, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas prête. Ou peut-être parce qu'elle est chiante. Sous-X, toi, t'as fait comment? Alors moi j'avais un profil. Tu as traversé la rue? Bah c'est un petit peu ça. Non, je suis passé par tous les. J'ai découvert en fait le marché du travail via tous les sites Indeed, Météo Job et tout ce genre de choses. Moi je faisais du commerce avant. Aujourd'hui, je suis totalement dans l'informatique. Donc, en plus de ça, j'avais pas du tout le CV qu'il fallait bien pour trouver du taf. T'avais des jauges? Non, j'ai écouté Kepra. J'ai écouté Kepra bien avant de me risquer à mettre des jauges. Mais moi, c'est via Indeed que j'ai trouvé du taf. Et je me suis même donc pas... le réseau formel. Je me suis même pas défendu. Hein. L'entretien a duré 30 minutes, j'ai pas parlé et puis j'ai été embauché. Mais ma boîte recrute beaucoup. Et ils sont très contents de m'avoir recruté. Alors, vu qu'on est dans les pro tips, ne mettez pas n'importe quoi dans les hobbies et loisirs, cette fameuse zone où tout le monde vous dira c'est là-dessus que vous allez vous différencier. Mon mentor dans mon premier job adorait imprimer les pages Wikipédia des loisirs des gens et les challenger en entretien de recrutement. Et j'ai vu un mec se décomposer qui avait mis Japon. Et le mec lui a posé des questions genre qui est l'empereur du Japon, qui est le premier ministre du Japon, cite-moi le nom de la plus grande île du Japon. Et le mec ne savait répondre à rien. Et du coup, il a foiré son entretien de recrutement parce qu'il s'est totalement décontenancé. Mec, j'ai mis podcast sur mon CV. Bah voilà, c'est bien. Mais ne mentez pas sur vos CV, ça sert à rien parce que ça se verra au bout d'un moment, quoi. Ou même sur la partie fiche Wikipédia. Sur la partie hobby, mettre série dans les hobbies, c'est pas un hobby, comment dire, qui voyage. Enfin, sauf cinéma. Sauf si vous postulez dans un rôle de community manager pour une chaîne de télé, mais ou plutôt que de mettre série dans les hobbies, tu mets Hobbit dans les séries. Non. Oh là là. Si, je mets... Et oui, c'est ça quand on commence avec une demi-heure de retard. On fait des blagues de merde.
Non, un petit 17 sur 20 pour Kepra. Il a vraiment bien failloté, Kepra. Ouais. Non mais voilà, le but de cette chronique c'était ne croyez pas que parce que maintenant on a accès à plein d'offres d'emploi via le net que c'est plus simple de trouver un boulot qui vous plaira quoi. Vraiment le réseautage c'est quand même 10 fois plus efficace que ça. Et ce message est à méditer. Et à faire passer aussi à ceux qui disent oui, mais du boulot, je vous en trouve facilement. Hein. Moi, je traverse la rue, je vous en trouve du travail. Bah, c'est facile de dire ça quand on a le réseau, quand on est président de la République. Mais cela dit, monsieur Julien Macron va un petit peu dans ce sens-là, parce qu'il dit il faut aller voir, il faut parler aux gens, il faut être en physique. Donc quand il dit vous traversez la rue, vous en trouvez, c'est en effet, il va taper aux portes, il va échanger avec les gens, il en trouve plus facilement qu'en répondant à des offres d'emploi. Il y a un peu de ça. Sauf que c'est pas ce que fait faire Pôle emploi. Non. Prends-en de la graine, Pôle emploi. Eh bien, je pense que... Est-ce qu'il y a encore des interventions sur ce sujet ? Je pense que non, puisqu'il est déjà l'heure d'aller dormir. Pour ceux qui n'y sont pas encore. Voilà. Mec, j'ai donné mon sang aujourd'hui, j'ai plus d'énergie que toi, quoi. Et le futur du recrutement aussi, juste une dernière chose, le futur du recrutement, Bourdin en parlait ce matin à la radio, ces IA qui classent. Dans la blockchain. Quel problème ça va poser au final, parce que on peut partir du principe qu'une IA qui va trier les CV sera totalement objective, ce qui est totalement faux. On est bien d'accord, puisque c'est codé par un homme ou une femme. Il y a un premier piège qui a été montré par un exemple d'IA qui était censé être entraîné à détecter des moutons. Et l'IA avait donc 100% de réussite. Et puis en farfouillant un peu, ils se sont rendus compte que l'IA avait 100% de réussite, non pas parce qu'elle détectait les moutons, mais parce qu'elle détectait qu'il y avait de l'herbe, et quand il y avait de l'herbe, c'est qu'il y avait des moutons. Et donc parce que en fait faut vraiment se méfier des IA. Donc comme tu disais, une IA n'est pas forcément objective, ça dépend vraiment de comment elle a été entraînée. Ouais. Moi je pense que ça ne changera rien, à part que ça va tuer du job de RH, enfin de recrutement, pas de RH, parce que c'est quand même deux métiers différents. Et mais la règle qui est les premiers arrivés seront les premiers servis, elle sera toujours valable. Et en fait, c'est ça, si vraiment tu veux passer sur le réseau formel, c'est comme trouver un appart, quoi. C'est vraiment, faut être dans les 10 premiers, c'est-à-dire qu'il faut que tu te lèves le matin, que tu te mettes des alertes temps réel, et que dès que l'annonce est publiée, que tu postules. Là, tu parles de trouver un appart à Paris. Hein. Mais de trouver un job aussi, hein. Vraiment, ma compagne bosse dans le recrutement, et si t'es pas dans les 10 premiers, ça sert à rien. Oui, trouver un job, c'est comme trouver un appart à Paris. Ah oui, ok, oui. C'est la même. C'est une belle métaphore. Parce que si tu fais la métaphore en trouver un appart à Grenoble ou Lyon, je suis pas certain que ce soit aussi tendu, sauf certaines périodes où quand les étudiants... Sauf chez Sous-X. Sous-X, c'est comme trouver un appart à Grenoble. Il est venu, puis il a eu l'appart. Limite, si on lui a pas dit allez monsieur, prenez-le, s'il vous plaît. Ou un appart à Rouen en ce moment. Mais c'était un peu ça, hein. On m'a pas renouvelé ma période d'essai, donc c'était non c'est bon, on te garde, t'inquiète. Reste. Non, mais c'était ça. Ça se passe bien. Bah oui. Mais enfin, on parle pas du marché du travail. Enfin, est-ce qu'il y a du boulot ou pas? Mais dans l'informatique, il y a du boulot. Si vous voulez vous faire recruter, clin d'œil Audrey. Non mais à force, je vais finir par me faire coopter par plus de personnes que j'aurais de pouvoir de travailler. Mais 400 oui. euros, ça met du beurre dans les épinards. Il y a même certaines boîtes qui offrent, donnent une prime à celui qui coopte et au coopté. Ah, ça alors, devient pas tout toutes, plus mais intéressant. certaines. Oui. Je suis prêt à partager la prime s'il faut. Ok, sur ce, je pense qu'il est temps d'en finir. Drink, c'est la fin des classes. Alors, est-ce que les présidents, est-ce qu'ils ont des annonces, les présidents de Toujours. Podcut? On n'a pas d'annonce, c'est qu'on n'est plus président. Alors, l'école des facs est un podcast du label Podcut. que vous pouvez retrouver à l'adresse
Patreon. Parfait, Aymeric il suit. En compagnie de ses 22 compagnons de label. Nous vous rappelons que 5 podcasts ont intégré le label en septembre. Listen to the Game, Tire-Bouchon, Dans le Slot, Monsieur Série et Iliou qui sortira bientôt. N'hésitez pas à aller les écouter, n'hésitez pas à mettre des commentaires 5 étoiles, même si les haters disent que ça sert à rien, bah faites-le pour nous, le faites pas pour eux. Et puis si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez que nous aussi on engage un robot qui recrutera le prochain chroniqueur, n'hésitez pas à aller sur Patreon, patreon.com/podcut. On a plein de récompenses qui devraient d'ailleurs bientôt bouger. Des récompenses cool, comme des stickers, comme des messages, comme le droit de remplacer François mugs, quand il est pas là, comme peut-être un Grumly pour une nuit. On ne sait pas encore. Ah oui, voilà, oui, donnez au Patreon de Podcut. Si vous donnez au plus haut palier, Grumly enregistrera un message sensuel, un podcast érotique. Voilà, exactement. Rien que pour vous, et en citant votre nom. Entre lui et un canard vibrant. En ASMR, vous allez voir, c'est super. Audrey, je suis désolé, il est tard. Et puis voilà. Eh bien voilà. Donc bonsoir, je leur dis l'auditeur passif. Et l'animateur passif aussi. L'animateur passif. Il est passif. Hein. Au revoir.